Merci, Monsieur le Président. Je commencerai d'abord par remercier les organisateurs de m'avoir associé à cet événement de vulgarisation, d'explication des principales dispositions de la loi de finances d'année. Monsieur le trésorier régional, monsieur le trésorier préfectoral, monsieur le directeur régional des domaines de l'État, chers collègues, honorable assistance, mon intervention est toute simple, mes propos sont simples. Je vais axer cette, intervention sur deux éléments essentiels. D'abord, la loi de finances et les défis économiques à relever, ensuite les attentes du citoyen. Donc, et je crois, et c'est une remarque avec laquelle je vais commencer, je vais être rapide et je rassure le modérateur City que je vais lui faire gagner quelques minutes. On a longtemps parlé de cette relation qui existe entre la loi de finances et les questions économiques et sociales, mais je crois que ce sont des questions récurrentes, permanentes. Ce sont des questions, je répète, qui requièrent de la créativité pour y répondre. Parce que la loi de finances, rappelons-le encore une fois, est l'instrument de l'intervention économique et de la politique générale. L'intervention économique et sociale de l'État et de la politique budgétaire. C'est un instrument de très grande importance. Je crois au niveau du travail parlementaire, s'il y a un moment important, c'est bien le moment où on discute et on vote la loi de finances. Alors, la loi de finances, qui est l'instrument de la politique budgétaire, ne doit pas, dans sa conception, nous faire oublier les fonctions basiques de l'État. Monsieur le trésorier régional, tout à l'heure, il les avait souligné une de ses fonctions, c'est la fonction de redistribution, n'oublions pas la fonction d'allocation des ressources et la fonction de stabilisation macroéconomique. Je crois que c'est facile de critiquer, on verra tout à l'heure, être ministre des Finances, être ministre de l'économie et des Finances n'est pas une tâche facile. Alors, quelques chiffres, et je remercie aussi les organisateurs d'avoir associé au document distribué aux participants, donc d'avoir associé ce document très important qui est le budget citoyen. Donc, on vient de le rappeler, c'est pour vulgariser, donc simplifier, pour faire connaître ce dont je crois dans un but de transparence. Je crois que le Maroc doit améliorer son classement dans ce que nous appelons l'open budget, ou dans la question, par rapport au sujet de la transparence budgétaire. Donc voilà des chiffres concernant la loi de finances 2019. Mais je pense que la loi de finances 2019 se veut une loi de finances à dimension sociale. C'est-à-dire une loi de finances qui veut rattraper le retard en matière de déficit social. Mais je dirais tout à l'heure que l'objectif n'est pas facile à réaliser. Je dois rappeler quelques chiffres. Il y a des projections. La loi organique des finances, qui s'inspire de la Constitution, a instauré cette budgétisation triennale. Très important. Alors, à l'horizon 2021, parce que 19 vers 21, voilà un chiffre. 4,5, 5,5. Déjà, nous sommes au-dessous de ce qui a été tracé. Rappelez aussi le chiffre qui est sorti dans les prévisions de la Banque mondiale, entériné par l'OACP, entériné par la Banque centrale, 2,9%. Pour 2019, je ne suis pas pessimiste. 2,9%, c'est un chiffre, c'est un taux de croissance très faible pour relever les défis
économique que je vais exposer tout à l'heure. Alors, donc je m'arrête à ce niveau-là. Ce chiffre-là, il se retrouve dans le programme de l'actuel gouvernement, parce qu'il a été installé tardivement, bien sûr, ce qui a posé un grand problème. Tardivement, on avait projeté de réaliser un taux de croissance compris entre 4,5 et 5,5. 2021, c'est demain. Et je crois, pour même 2020 et 2021, les prévisions, c'est pour 3,5. C'est-à-dire, on n'atteint même pas la borne inférieure. Voilà les véritables défis. Les attentes sociales sont là. Vous avez vu beaucoup de protestations sociales, ce qui nous a poussé à rediscuter, à redébattre la relation entre ces lois de finances et la justice sociale. Un débat, je dis bien, très profond, un débat très complexe, mais un débat légitime, l'oublions. Des défis économiques, voilà le premier point sur lequel, avec lequel je vais commencer à relever. Donc les défis à relever, les défis concernant les grands équilibres macroéconomiques, je vais dire principalement le déficit budgétaire. L'objectif, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est de réaliser des déficits budgétaires aux alentours de 3% du PIB. Bon, les prévisions, les hypothèses de la loi de finances 2019 sont pour un déficit aux alentours de 3,3%. 3,3%, nous sommes au-dessus de ce défi-là, des 3%. Bien sûr, il y a cette volonté, mais je pense que cette volonté va buter sur les grandes fonctions de l'État, les attentes du citoyen qui vont bien sûr pousser les dépenses vers la hausse, avec des recettes qui peuvent ne pas être élastiques par rapport à la croissance économique. Donc il y a le déficit budgétaire à réduire, et ce déficit, il entraîne dans son sillage la dette publique. On va voir, regardez bien, ce qui est inquiétant, c'est la dette publique. J'ai ramené le chiffre de 2011. La dette, je parle de la dette du Trésor. Pour ne pas confondre les choses, je parle de la dette du Trésor, qui était de l'ordre de 53,7 du PIB en 2011, alors qu'il va sauter à 65,1% en 2017. Alors là, c'est un autre défi en matière de finances publiques. Alors pour réduire la dette, il faut la rembourser. Pour la rembourser, il faut de la croissance. De la croissance pour qu'il y ait impôts, recettes fiscales, etc. Le temps, je crois, donc là, les choses sont claires. Un autre défi, c'est la croissance économique. Je viens d'en parler. Une croissance économique en décélération. En décélération. Regardez bien, 17, 4,1, 18, 3,2, 19, 2,9%. Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? La réponse n'est pas difficile à trouver. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit, je rappelle, il faut être créatif. Il ne faut pas être dans le gouvernement et être content d'être dans le gouvernement. Mais il faut travailler très dur pour pouvoir. Vous avez des exemples à l'échelle. Alors voilà, un défi en termes de croissance, je conclus. Si on veut être dans le gouvernement, il faut bien relever ce défi. Si on est dans le gouvernement, il faut apporter des solutions pour promouvoir la croissance économique. Alors, il faut diversifier les sources de la dynamique économique, surtout au niveau des composants de la demande, c'est-à-dire des sources de la croissance. Les sources de la croissance, dans les sources de la croissance, on trouve la demande. Dans la demande, les composants de la demande, il y a la consommation, l'investissement et les exportations dans le commerce extérieur. Je ne rappelle pas l'équation macro de l'équilibre macroéconomique, mais la croissance au Maroc, elle est plutôt tirée par la consommation finale. Et c'est là l'erreur du gouvernement, c'est d'avoir saccagé la classe moyenne. Elle a saccagé la classe moyenne. On ne peut jamais concevoir des revenus vers la baisse. Et je crois que les fonctionnaires l'ont constaté
ces 3 dernières années. Moi, je ne cesserai jamais de le répéter, c'est une erreur monumentale. Une erreur monumentale. Si on retire, il faut donner. Et là, je suis clair dans mon discours. Alors, la demande intérieure, dans notamment la consommation qui participe à raison de 2, consommation finale. Elle participe à raison de 2,2% dans la croissance économique. La FBC, l'investissement, elle participe à raison de 0,4 points. Alors, ce qui va réduire la croissance, c'est plutôt le solde extérieur. Le solde extérieur, avec 1,8 point pour les exportations et moins 1,9 points pour les importations. Donc ça veut dire que le commerce extérieur le retranche moins 0,1%. Donc d'où la nécessité d'optimiser les accords de libre-échange que le Maroc avait signés plusieurs durant les dernières années. Rappelons-le, le Maroc est déficitaire avec tous les accords de libre-échange, à l'exception de celui avec la Jordanie. À l'exception de celui avec la Jordanie. Quatrième élément, insuffler une nouvelle dynamique régionale. C'est des constats que vous connaissez déjà. Les régions qui sont des régions phares, aussi bien en matière de réussite du PIB qu'en matière de participation à la croissance économique. Deuxième et dernier point, les attentes sociales. Alors sur le plan social, il ne faut pas aussi être nihiliste. Le Maroc a réalisé d'importants progrès en matière sociale. Il y a des chiffres. Donc la pauvreté a baissé, etc. Là, pour que mon discours soit clair, je ne dis pas que l'État n'a rien fait. L'État a fourni un effort colossal. Il y a beaucoup d'indicateurs qui sont améliorés. Je considère que ces indicateurs sont crédibles. C'est-à-dire qu'ils reflètent réellement la réalité. Mais ces efforts doivent se poursuivre, sachant que les enveloppes budgétaires allouées au domaine social, les enveloppes sont très importantes. Monsieur le trésorier régional a avancé deux chiffres, 28 milliards à la santé, 68 milliards pour l'éducation, et puis vous avez les programmes sociaux, l'INPH avec sa 3e phase, etc., etc. Et plusieurs. Lorsque vous faites la somme de tous ces budgets alloués, vous allez trouver que c'est colossal. Alors, le résultat n'est pas en adéquation avec les attentes de la population. C'est des chiffres officiels. Au Maroc, la pauvreté résulte du déficit en termes d'éducation, d'accès à la santé, d'accès aux infrastructures sociales de base et du mauvais état du logement. Alors, ça c'est le premier, donc disons, les premières aspirations, l'une des premières aspirations sociales, c'est de lutter contre la pauvreté. Deuxième chose, l'emploi. C'est un sujet sur lequel je ne vais pas tarder. Hein, c'est un sujet connu. Et surtout l'emploi des jeunes et des jeunes diplômés. Et là, vous avez des chiffres. Mais le problème, c'est que la croissance réalisée, c'est aidée, et les pauvres en emploi. Et là, vous avez des chiffres. Regardez, les créations moyennes d'emploi ne cessent de baisser au fil du temps. 2000-2007, et puis vous avez 2008-2017. S'il vous plaît, ce sont des chiffres officiels. Ce sont des chiffres qui sont fournis par le gouvernement. Donc je n'invente absolument rien. Je ne fais que ma propre lecture. Alors, donc vous voyez le bleu. Le bleu, c'est les jeunes. Le rouge, c'est les jeunes. Donc vous voyez là, dans cet histogramme, ce sont les jeunes qui sont les premières victimes du chômage. Ça reste préoccupant, et surtout pour les sans diplôme. Pour ceux qui ont un diplôme, regardez bien, c'est le vert. Les jeunes, mais les jeunes diplômés, c'est une idée que vous connaissez déjà. Alors, une croissance pauvre en emploi, 1 point ramené 0,33 points de progression d'emploi entre 2000 et 2007, maintenant 1 point
il ramène 0,12 points de progression de l'emploi. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire preuve de créativité. Le travail, dans la gestion des affaires des affaires économiques et sociales, le travail est un travail qui nécessite plus d'efforts. La question de la scolarisation, des chiffres qui font peur, avec des dépenses énormes, et je vous renvoie au dernier rapport sur le plan d'urgence qui a été établi par la Cour des comptes, et vous allez trouver, il faut le lire attentivement, et c'est une institution constitutionnelle, donc, qui a fait son travail et qui a montré qu'il y a beaucoup d'erreurs commises dans ce domaine-là. Regardez bien l'abandon scolaire. Vous avez la moyenne d'années de scolarisation, c'est vrai qu'il y a une amélioration, mais nous sommes aux alentours de 5 années,75. Sachez bien que la durée totale de scolarisation est connue. Vous avez 6. Alors au total, pour le primaire, secondaire, vous êtes à 12. 12 plus 3 plus 2. 12 plus 3 plus 2, c'est 17. Et en moyenne, nous sommes à 5,6. C'est-à-dire que tout le monde ne profite pas pleinement. Et puis vous avez l'indice de Gini de l'éducation. C'est vrai que plus l'indice tend vers 0, plus nous sommes dans une justice en matière d'éducation. Nous sommes aux alentours de 0,55. Là, par région, que ce soit pour la moyenne d'année scolarisation que pour l'indice de Gini de l'éducation. Alors, voilà. Chaque fois qu'on a établi une loi de finances, on a à relever les défis, on a à répondre aux attentes de la société. Les attentes sont légitimes. Les attentes concernent les services publics de base, éducation, santé, transport urbain. Transport urbain, je le répète, je n'ai jamais cessé de le répéter, c'est un des dossiers à bien travailler. Regardez l'état des bus. Comment sont les bus? Je crois que l'État a levé la main et doit s'autocritiquer par rapport à ce sujet. En conclusion, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire qu'il est clair que la faible croissance économique, ce sont non pas des insuffisances en matière de création d'emplois, représentent des facteurs qui nourrissent les inégalités sociales et spatiales. Ces facteurs constituent de véritables défis à relever, non seulement dans la recherche de la préservation de la cohésion sociale, mais également dans la perspective de bâtir des bases solides pour une croissance économique propice, aussi bien pour l'individu que pour la collectivité. Il est donc primordial d'améliorer la vision anticipative de la politique budgétaire, appuyée par un relèvement des capacités attractives et compétitives de l'école nationale. Merci de m'avoir écouté.